Bonjour, bonjour, c'est parti. On va lancer la revue de psychologie positive. Vous l'entendez peut-être, je suis un petit peu malade. Je vais baisser la musique et on va essayer de faire ça bien. Je passe sur, hop là, la bonne scène. Bonjour à tous. On finit la petite musique et on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin? Je vais commencer par nettoyer les lunettes. Qu'est-ce qu'on a ce matin? On va avoir donc principalement de l'article de vulgarisation. Je vérifie que tout fonctionne bien, que mon micro est bien. Hop là. Ouais, tout va bien. Ok, super. Donc bonjour à tous, en live et puis en replay. Ensuite, donc, revue de psychologie positive. On a aujourd'hui des articles essentiellement de vulgarisation et essentiellement de Psychology Today. Je me suis concentré sur ce qu'il y avait. J'ai pas forcément eu le temps d'approfondir les articles de recherche hyper, hyper, hyper complexes. Donc, on reste sur des choses simples ce matin, mais des choses qui sont quand même intéressantes et qui ont été publiées assez récemment. Alors, là maintenant, c'est soit souvent des choses qui ont été publiées dans les dernières semaines, soit dans le dernier mois, parce que la semaine dernière, je ne peux plus faire la revue de psychologie positive, déjà. Hop là, la petite voix qui part en sucette. Et de deux, parfois, j'ai pas le temps de tout traiter, en fait, surtout dans une session. Donc, il y a toujours un peu de reste. Tant mieux, ça veut dire qu'il y a des sujets à traiter et qu'il y a des choses intéressantes qui sortent, donc ça c'est cool. Et voilà. Alors, on va pas perdre plus de temps, parce qu'il est déjà 8h20, et que pardon, ma voix est un petit peu faiblarde, donc je vais sans doute pas être trop long ce matin, mais on va quand même faire un petit tour d'horizon. Alors, plusieurs articles potentiellement, on va se contenter d'articles surtout de Psychology Today. Donc le fait de ramener un peu de silliness, on va dire de joie de vivre un peu dans la vie, un peu de comportement de jeu, d'enfance, etc. euh, Histoire d'améliorer les choses. Est-ce que ça a un intérêt ou pas? Un peu, ouais, d'un petit grain de folie, un peu de sottise, un petit peu de bêtise. Ça, c'est une première chose. Excusez-moi pour la voix qui. Voilà. Ensuite, des choses plus liées à l'environnement de travail. Un article sur le fait d'avoir bestie au travail, donc un meilleur ou une meilleure amie de travail, qui n'est pas forcément le meilleur ou la meilleure amie en général, mais avoir en tout cas un très bon pote au travail. Euh, un petit article sur le quiet quitting, donc la démission, la démission silencieuse, donc le désengagement au travail. Et enfin, pourquoi est-ce que les gens, enfin la question c'est est-ce que les gens sont fondamentalement euh, avares, euh, voilà, grippe sous, etc. Ou est-ce qu'ils sont fondamentalement généreux en ce qui concerne l'argent, bien sûr. On ne parle pas de la générosité en général. Alors attendez. Je vais essayer de jouer avec le micro pour pas vous tousser directement dans les oreilles. Allons-y. Alors par quoi on commence? Par quoi on commence? Eh bien, et si on commençait par cet article-là, justement? Allons-y. Alors, c'est une vieille question. C'est un peu comme la question est-ce que l'homme est fondamentalement bon ou mauvais? Là, c'est est-ce que l'homme est fondamentalement euh, avare ou généreux avec l'argent? Et évidemment, chacun aura son avis sur la question avec des exemples de vie réelle ou des exemples choisis. Où on se dit oui, voilà, mais imagine dans cette situation-là, bon, personne ne donnerait de l'argent. Ou imagine dans cette situation-là, tout le monde donnerait de l'argent. Bon. La question après, ça c'est une question plus générique, philosophique, individuelle. Ce qui nous intéresse, c'est un petit peu ce que la recherche peut nous dire sur le sujet. Même si on n'aura jamais de recherches qui vont prendre en compte des situations extrêmes.
C'est-à-dire qu'on va jamais pouvoir prendre des gens au hasard, une centaine de personnes au hasard, leur distribuer 50 000 euros au hasard, enfin 50 000 euros, et voir ce qu'ils font avec. Donc évidemment qu'il y a toujours une question d'échelle. Bon. Euh, donc une étude, une étude pardon, assez classique, c'est de le faire avec, il y a eu plusieurs études comme ça, de le faire avec peu d'argent, avec 10 dollars ou moins. Euh, donc en gros on donne, c'est souvent des études de sciences économiques hein, d'ailleurs, mais plus que de psycho. Mais bon après ça se rejoint sur ces notions-là. Euh, donc on a des chercheurs qui donnent 10 dollars à un participant et ils doivent donner. On regarde s'ils peuvent, enfin, ils peuvent donner donc de l'argent qu'ils viennent de recevoir à un inconnu qu'ils viennent de croiser, donc un autre participant à l'expérience. Et donc, d'un point de vue, si on a le point de vue généreux, on va dire bah, les gens ils vont donner au moins 50-50. Et si on a la perspective plus d'avarice, eh bien on va dire bah, les gens ils vont rien donner. Ils ont 10 dollars, c'est bon. L'autre il a juste pas eu de chance, tant pis pour lui. Alors ce qui se passe, c'est qu'en général dans ces études-là, on a une moyenne à peu près à 2 euros, à 2 dollars, à 2,80 $. C'est-à-dire que les gens vont garder la majeure partie pour eux. Donc là on pourrait dire, ah oui mais attends, du coup ils sont principalement avares. Bon. Justement, c'est pas beaucoup d'argent, c'est pas beaucoup de conséquences. Et alors on pourrait dire oui mais c'est pas beaucoup de conséquences, mais ils donnent quand même pas beaucoup. Oui ok. Donc des chercheurs ont voulu voir ce que ça donnait avec plus d'argent. Donc ils l'ont fait avec l'organisation TED, hein, vous savez qui organise les talks, les TED Talks, les conférences, etc., les TEDx, etc. Et donc ils ont donné 10 000 dollars, en faisant le partenariat avec eux, ils ont donné 10 000 dollars à 200 individus. En gros, ça veut dire qu'ils ont, c'est comme s'ils avaient gagné à la loterie sans aucune conséquence. Bon. Mais la seule contrainte, c'était de dépenser l'argent dans les 3 mois, plutôt que de le mettre de côté. Et les participants étaient donc, il y avait des participants de pays à revenus plus faibles, Indonésie, Brésil, Kenya, et des participants de pays plus évidemment favorisés, Canada, Australie, Royaume-Uni et USA. Et donc les chercheurs ont regardé comment ils ont dépensé leur argent. En moyenne, les gens dépensaient 6 431 euros pour les autres, enfin dollars pardon pour les autres. Euh, donc c'était à la fois leur faire des cadeaux, mais aussi des cadeaux, des événements dans lesquels eux-mêmes participaient. Par exemple, leur payer un resto ou leur payer des vacances. Ouais, quand on paye des vacances assez proches, euh, ils y vont aussi avec. Donc, en gros, c'est pour les autres ou pour faire des choses avec les autres. Euh, et ils donnaient aussi 1697 dollars à des ONG, en fait, à des assos. Donc quand même, vous voyez, avec un vrai montant, on peut considérer que c'est, alors en plus pour certains pays, très très important comme montant, les gens sont quand même plutôt généreux. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, euh, les chercheurs, ils ont voulu aller plus loin et ils ont regardé aussi comment les, les- les préoccupations de réputation, euh, enfin, à quel point les préoccupations de réputation avaient un impact sur le fait de dépenser de manière égoïste ou non. Euh, donc soit pour faire la différence, soit les participants, ils devaient euh, garder secret leurs dépenses par rapport aux gens qu'ils connaissaient et au public en général, ou alors ils devaient le partager sur Twitter. Pardon. Ils devaient le partager sur Twitter. Donc dire, voilà, j'ai gagné, j'ai dépensé tant, j'ai dépensé tant. C'est ça. Eh bien, en fait, cette, euh, cette variable de réputation, de côté public des bonnes actions, n'avait aucun impact. Euh, ils n'étaient pas plus généreux ou moins généreux les gens quand ils devaient poster sur Twitter le fait enfin, de ce qu'ils dépensaient en fait.
Voilà. Donc ça change rien. Conclusion de l'étude. Quand c'est pas beaucoup d'argent, comme on l'a fait dans plein d'études, les gens sont pas très généreux. Quand c'est des montants significatifs, en fait, quand ça a vraiment un impact significatif, et évidemment que c'est dans la vie réelle, c'est-à-dire euh, pour des proches ou pour des assos, etc., les gens vont avoir tendance à dépenser plus pour les autres que pour eux-mêmes. Donc, les gens aiment dépenser pour leurs amis et leur famille, et même, ils aiment même dépenser pour des assos et des ONG. Donc, le côté vraiment où là, il n'y a aucun bénéfice personnel, quoi. Aucun retour sur investissement, entre guillemets. Et peu importe que ce soit public ou pas. Donc, conclusion de l'étude. Donc, cette étude que je vais vous remettre, qui est là, voilà. Je suis bête, c'était à la fin. Donc, are people generous when the financial stakes are high? Est-ce que les gens sont généreux quand les enjeux financiers sont élevés? Voilà, une étude qui a été publiée donc en août 2023, donc un peu plus ancienne, mais toujours récente hein, à l'échelle du centre de la recherche. Voilà. Si ça vous intéresse, il y a l'étude entière qui est disponible. Vous avez donc tous les éléments, puisque c'est en open access. Donc, faites-vous plaisir, si le sujet vous intéresse, vous pouvez creuser. Voilà, premier sujet de la matinée, de la revue d'aujourd'hui, c'est cet aspect, donc, générosité. Alors, on va switcher, on va aller sur le côté travail avec deux aspects. On va commencer par le côté négatif, entre guillemets, et puis on va aller plus vers le positif à la fin. Je recoupe pour pouvoir tousser. Pas facile en ce moment. Alors, pourquoi est-ce que les gens font du quiet quitting? Donc, je rappelle, le quiet quitting, c'est le fait de démissionner symboliquement. C'est-à-dire que le quiet quitting, en gros, l'idée c'est vous ne démissionnez pas de votre travail pour plein de raisons. Une des raisons étant le fait que c'est une sécurité, le fait que vous avez besoin du salaire tout simplement tous les mois et ou que le marché de l'emploi fait que dans votre secteur, il n'est pas si facile que ça de retrouver un travail. Et évidemment, un pan du quiet quitting, c'est aussi le fait que votre environnement de travail soit pas insupportable au point de faire que vous soyez obligé de que vous soyez en arrêt non plus. Donc ça ne veut pas dire que c'est la fête hein. Quand on fait du quiet quitting. En général, c'est que c'est pas ouf, mais bon, on n'est pas sur des trucs non plus qui dépassent en tout cas le seuil de que les gens peuvent absorber, en tout cas pendant un certain temps, qui va être le temps du quiet quitting. Donc l'idée, c'est qu'en fait, récemment, on s'intéressait à ce phénomène, qui est un phénomène qui a été documenté euh, de manière plus importante dans les dernières années, donc c'est assez récent. Euh, Ça fait écho à toutes les problématiques de burn-out. Hein, donc là, on se grille au travail et on fait une dépression et on n'est plus capable psychologiquement de tenir. Le bore-out où on s'ennuie au travail. Et donc on se désinvestit parce qu'en fait on s'ennuie tellement, on n'a rien à faire, on a une perte de sens. Après il y a justement cette notion de brown out qui est plus alors un phénomène qui n'est pas documenté scientifiquement, mais qui est euh, qui est un petit peu spécifique. Enfin, c'est un manque d'énergie, donc c'est pas qu'on s'ennuie. Enfin, c'est un peu le bore out et c'est là où en fait le brown out c'est un peu différent quoi. C'est pas forcément qu'on s'ennuie, c'est une perte de sens. Donc c'est une subtilité par rapport au bore out. Bon, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que il y a une distinction des deux concepts réels? Ça c'est une autre question à laquelle je ne vais pas répondre aujourd'hui. Et donc, voilà un peu l'idée donc du quiet quitting plutôt autour du bore out et éventuellement du brown out. Bon. La question c'est pourquoi est-ce que les gens font ça? Qu'est-ce qui les pousse euh, à faire cette démission symbolique où on va se contenter de faire les heures et d'être présent et de faire ce qu'on appellerait en France bien sûr le minimum syndical. Voilà. Mais voilà, pourquoi est-ce que pour d'où ça vient en fait? Bon, alors
Donc des études ont montré récemment, des études, plutôt des enquêtes, hein, etc., à grande échelle, que 6 personnes sur 10 avaient du stress, en moyenne, hein, dans les pays développés, avaient du stress, un stress occupationnel, parce qu'en anglais on dit ça comme ça, on a du stress au travail, quoi. Ça, c'est en partie, ça s'explique en partie par l'équilibre entre effort et récompense. Et quand on parle de récompense, bien sûr, on parle de récompense salariale, on parle de reconnaissance en général. Donc ça, c'est un élément qui explique en général l'investissement au travail et le sens au travail, et le côté demande et contrôle. Les exigences et le contrôle qu'on exerce sur les gens. Le fait qu'on leur laisse de l'autonomie ou pas. Ça, on sait que ça a un impact sur le bien-être au travail. Vous voyez, les études qui sont citées ici, elles datent, hein, elles ne sont pas récentes. Donc ça, c'est des choses, des phénomènes qu'on documente depuis longtemps. Mais il y a des idiosyncrasies, donc des particularités individuelles sur la manière dont le stress est vécu et la manière dont chaque individu répond et gère ce stress-là. Donc par exemple, on sait qu'en fonction de l'âge, on a des tendances de gestion du stress qui ne sont pas les mêmes, d'absorption du stress. Par exemple, une étude récente de l'autrice de cet article-là, qui est une chercheuse, a montré que par exemple les jeunes travailleurs avaient une plus grande tendance à faire du quiet quitting, donc à se désinvestir symboliquement du travail, que les personnes plus âgées, qui vont plutôt être soit dans la surcompensation, soit dans le burn-out, soit dans la démission réelle, etc. Donc ce qui s'explique, c'est que ça peut s'expliquer par justement des attentes, des priorités, un rapport de flexibilité, de tolérance à certains paramètres du travail qui sont différents en fonction des générations. C'est-à-dire en gros ce que les gens attendent du travail. Hop, je coupe la cam pour me moucher vite fait. Ce que les gens attendent du travail, ce qui est important pour eux, quels compromis ils sont prêts à faire pour travailler dans telle ou telle boîte, quels compromis ils sont capables de faire pour, par rapport à leurs collègues, par rapport à leurs managers, etc. Ou par rapport aux causes de l'entreprise ou ce qu'elle produit, par rapport à leurs valeurs fondamentales. Donc là, la première supposition, c'est que c'est lié au fait que les jeunes générations, entre guillemets, euh, ont un rapport au sens au travail qui n'est pas le même. Autre possibilité, c'est que en fait, le marché du travail, c'est pas le marché du travail des années 60, et donc il y a moins d'options. Euh, on sait qu'aujourd'hui les carrières sont plus hachées, qu'il n'y a pas forcément une évolution naturelle et mécanique des salaires au fil des ans. Qu'on reste dans la même boîte ou qu'on change de boîte, on ne va pas forcément gagner plus 5 ans plus tard que 5 ans plus tôt. On a des coûts qui augmentent, on a des salaires qui stagnent, voire, si on prend l'inflation en compte, qui baissent. On a de la précarité des jobs, alors là ça dépend aux États-Unis évidemment, hein, plus qu'en France. Et on a une instabilité du marché du travail en gros dans les pays développés de toute façon. Bon. Donc il y a aussi des choses qui sont plus compliquées. Quand le marché du travail est compliqué, que le taux de chômage réaugmente, ou alors, après ça dépend hein, comment on compte les chômeurs, mais que concrètement, dans son secteur d'activité, c'est plus difficile de trouver du travail. Évidemment que démissionner complètement, bonjour Éric Le Chat, évidemment que démissionner complètement, c'est plus compliqué que d'avoir cette démarche de quiet quitting, où en fait on garde son salaire, on garde son taf, mais pardon, pardon, mais voilà, enfin on garde son taf, mais on va s'y investir au minimum. Donc c'est aussi un phénomène qui est lié au fait que le fait qu'il soit plus important aujourd'hui, qui est lié au fait que évidemment il y a des contraintes externes, des pressions externes qui font que bah, le bon conseil de juste démissionne, trouve un autre taf, il s'applique pas nécessairement quoi. Donc bref,
La première raison, c'est ça, c'est qu'on a besoin des revenus, donc ça, c'est hyper important. Après, il y a la question, le quiet quitting, donc ça, c'est une base. Après, si on va dire, dans l'absolu, le métier qu'on exerce nous plaît, mais qu'on fait du quiet quitting, c'est une question aussi de reconnaissance au travail, de motivation au travail, et j'entends de motivation aussi par l'employeur, et de sens au travail, etc., que nous, on cherche à trouver, mais que aussi, voilà, l'environnement de travail fait qu'on y trouve du sens ou pas. C'est toujours, hein, c'est jamais à 100% que l'employé le problème, ou à 100% que l'employeur quand on parle de quiet quitting. Il y a toujours enfin, il y a toujours une dynamique, hein, forcément. Même s'il peut y avoir des pratiques managériales qui sont pas bonnes, euh, certains vont quand même trouver du sens dans ce travail parce qu'ils n'ont pas les mêmes fonctionnements, les mêmes valeurs, les mêmes seuils de tolérance. Donc c'est toujours une dynamique de toute façon. Euh, parce qu'on parle de quiet quitting. On ne parle pas de harcèlement, on ne parle pas de burn-out, etc. Là, après, c'est encore autre chose et le curseur entre l'employeur et l'employé, il va pencher quand même plus d'un côté que de l'autre en termes de responsabilité. Euh, voilà, après, il y a des notions de sens par rapport à l'équipe, etc., qui expliquent ça. Bon. Donc, en gros, explication du quiet quitting selon les auteurs là, et les recherches qu'ils ont pu faire, et la revue littérature, c'est que on a des raisons qui sont liées à la conjoncture, donc au marché du travail, qui font qu'on ne peut pas facilement quitter son travail, en tout cas dans pas mal de secteurs. Éventuellement, un fait générationnel aussi qui joue avec la quête de sens qui est un peu plus importante euh, pour les jeunes générations au sens large pardon, les jeunes actifs versus les actifs qui sont plus à 50, 60 ans ou des générations précédentes qui avaient dans le travail. Voilà, et puis après, il y a aussi des dynamiques qui recroisent la notion de sens, une dynamique de management où en fait, c'est pas toujours intégré au management le fait que le sens au travail, que la reconnaissance au travail, ça soit un paramètre si important que ça en dehors du salaire. Euh, alors parfois, certains employeurs vont jouer sur le côté je donne de la reconnaissance symbolique, mais le salaire augmente pas, et ma reconnaissance symbolique, des fois, elle est un peu limite, pour pas dépenser, et puis d'autres vont dire je donne des primes, donc c'est bon. Il y a aussi ces questionnements à avoir dans certains secteurs, en tout cas dans certaines pratiques managériales. Donc justement, pour changer et éviter et limiter ce quiet quitting, il faut plusieurs choses d'un point de vue du management, en fait, hein, de l'employeur. C'est assurer la sécurité psychologique. Moi, tu me payes, j'ai rien à faire de la reconnaissance. Voilà, ça dépend. En fait, ça dépend du secteur, ça dépend du salaire, et ça dépend aussi de l'importance que chacun met. Enfin, l'importance et puis la possibilité aussi, parce que ça dépend de son parcours de vie. On n'a pas tous. Enfin, tout le monde n'a pas le luxe de se dire moi, je veux un travail où je suis bien payé, où je m'éclate tous les jours, où je trouve du sens. Hein. Ça, c'est un, ça, c'est un monde idéal qui n'existe pas pour énormément de gens. Donc, voilà, et c'est pour ça que quand on parle de reconnaissance au travail et de bien-être au travail, euh, et de sens au travail, etc., c'est bien de réfléchir aux valeurs d'une boîte, c'est bien c'est important de dire aux gens que ce qu'ils font, c'est positif, ça a de la valeur et qu'ils bossent bien, etc. Mais à un moment donné, bon, il faut aussi faut aussi les payer correctement, quoi. On peut faire tous les trucs qu'on veut, quand on les paye pas bien, c'est presque l'effet inverse, en fait. Leur dire qu'ils bossent bien, mais leur dire toujours, ah non, mais tu comprends, t'augmenter de 10 euros, là, ça va être compliqué parce que pendant 3 ans, bon, voilà, à un moment donné, ça marche pas trop. Donc, donc ça, on est d'accord. On a tendance, avec toutes les réflexions qu'il y a aujourd'hui sur la QVT, etc., donc la qualité de vie au travail, parfois oublier, alors que, enfin, c'est clair, hein, parfois oublier que le paramètre salaire, il est quand même central. Voilà. Il faudrait pas l'oublier. Donc plusieurs paramètres, en tout cas, pour quand les conditions de travail, on va dire de salaire, admettons que les conditions de salaire sont OK, pour éviter le quiet quitting, il y a évidemment la sécurité psychologique à assurer. Donc le fait qu'on ne se sente pas en insécurité au travail, en termes voilà, de relations, etc., et de contrôle et tout. Réfléchir aux motivations, en fait, comment on motive les équipes. Motiver toujours avec la carotte et le bâton, c'est pas très approprié, ça fonctionne pas très bien. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on montre largement. Et en fait, motiver que avec des primes, par exemple, ça a ses limites. Surtout quand on veut que les gens s'investissent à long terme. Donc voilà. Euh,
traiter les employés avec respect, ça c'est évidemment important, ça fait partie de la sécurité au travail. Leur donner la possibilité d'être autonome, de déterminer leurs propres tâches, notamment quand on parle de... Et encore une fois, hein, c'est toujours pareil, hein, quand on parle de boulot qui sont dans des bureaux, où en fait on n'est pas... Évidemment quand on travaille à la chaîne, bon, il y a plein de choses qui sont limitées en termes de possibilités, mais bon, ça n'empêche pas de traiter les gens avec respect, en l'occurrence. Et le respect passe aussi par le salaire, voilà. Euh, Ensuite, il y a justement on va dire cette surveillance, ce suivi de- du bien-être des salariés pour pas qu'ils s'ennuient au travail ou qu'ils se sentent dépassés, etc. Parce que quand on se sent dépassé, on peut aussi se dire, ok, je suis dépassé, je suis pas trop respecté, j'ai un salaire pas ouf, et ben je vais faire le minimum. Et puis, je vais respecter hein, les horaires, je vais faire le minimum, et ça ira. Et on pourra rien me reprocher, parce que c'est ça un peu le quiet quitting, hein. Ça ne pourra rien me reprocher, je respecte les conditions, mais par contre, tout ce qui est implicite de tu dois travailler plus longtemps, tu dois faire ça en plus, qui n'est pas écrit noir sur blanc, je le fais pas. Voilà. Euh, et donc, ouais, l'importance aussi, c'est l'autonomie. C'est hyper important d'offrir de l'autonomie aux gens. Ça, quelle que soit la situation de travail, il faut que les gens puissent s'approprier leur boulot et qu'ils ne soient pas contrôlés en permanence. Sinon, en fait, c'est ça. Le besoin d'autonomie, vu l'évolution des métiers, avec des professions de plus en plus, entre guillemets, encore une fois, j'aime pas ce terme-là, mais c'est le terme utilisé, profession intellectuelle, dans le sens où on n'est pas sur du travail en usine ou autre, et on a de plus en plus cette évolution vers une automatisation des métiers pénibles, et qui donc fait que le marché du travail switch un peu plus vers des métiers où on n'a pas des tâches mécaniques répétées en permanence, fait que on peut donner plus d'autonomie et que en fait on peut favoriser ça de plus en plus, et c'est important pour l'épanouissement au travail. Alors je lis le chat. Oui, voilà. Non mais on est d'accord. On est d'accord. Hein, enfin, ça c'est dans des boîtes. Enfin, comment dire. C'est comment est-ce qu'on fait. La question de l'article, c'était c'est quoi le phénomène de quiet quitting et comment est-ce qu'on peut le limiter. Encore une fois, c'est des bonnes pratiques qui sont conseillées à la fin. Le truc, c'est que évidemment, enfin, l'idée, c'est pas de. Et c'est pour ça quand on lit des articles comme ça, on se dit ouais, enfin c'est gentil, mais moi dans mon quotidien, ça se passe pas comme ça. Je suis d'accord. Hein. Euh, Il y a ce qui est annoncé sur le papier, il y a la raison d'être de l'entreprise, les belles valeurs, etc. Et puis il y a la réalité du quotidien. Et quand la réalité du quotidien, c'est oui, sur le papier on respecte, mais en fait, le comportement du manager avec les ouvriers, c'est qu'on sent bien qu'il y a quand même une forme de mépris des gens, que ce soit dans le comportement ou que ce soit dans la considération salariale ou dans la considération des remontées par rapport à des difficultés dans les conditions de travail, etc. Ben, on peut faire tout ce qu'on veut. Il faut déjà les basiques. Hein. Et quand les basiques sont pas là, on peut rajouter des belles couches par-dessus. On peut mettre, je dis n'importe quoi, c'est comme dans les startups, hein, une table de ping-pong, etc., une salle de sieste, et offrir je sais pas, une loterie où on fait gagner des voyages à ses employés. Bon, si les basiques sont pas là, ça ne sert à rien. Voire c'est contre-productif. Voire ça sonne comme du foutage de gueule. Donc oui, ça je suis. Enfin, on est d'accord. C'est toujours pareil. Hein, là, on est sur une réflexion sur ce phénomène-là, mais après, quand on parle de qualité de vie au travail, d'épanouissement au travail, les basiques de respect, de salaire, d'écoute, etc., c'est indépassable. C'est indépassable. Alors, je continue sur le travail avec un autre article euh, sur le fait là encore une fois sur le bien-être au travail, qui est plus lié à l'individuel, au fait quel est l'intérêt d'avoir des amis, notamment un ami proche avec lequel on travaille, en tout cas un collègue avec lequel on s'entend très très bien. Voilà, évidemment la base c'est que on passe énormément de temps au travail, hein, ce qui est indiqué ici, 90 000 heures dans une vie passée au travail en moyenne, donc autant que on arrive quelque part à, euh, à en tirer quelque chose. Et donc, c'est pour ça que le fait d'avoir des collègues de travail avec lesquels on s'entend bien, je vais s'entendre avec tous ses collègues bien sûr,
et ben ça peut être une composante hyper importante de l'épanouissement qu'on trouve au travail. C'est pas, évidemment, encore une fois, c'est pas la seule chose et c'est pas quelque chose qui remplace et qui doit effacer tout le reste, mais c'est important. Voilà, moi, enfin, quand je vais taffer, je suis content de voir certaines personnes et de passer et de prendre la pause avec eux, etc. Voir certains, de les voir en dehors du taf. Et donc, évidemment, c'est avoir des relations comme ça au travail, c'est quelque chose qui est important euh, pour l'épanouissement au travail en général. Alors la question, c'est jusqu'où c'est intéressant. Euh, En fait, le truc, c'est que, si je résume l'article assez rapidement, le fait d'avoir quelqu'un avec qui on s'entend très très bien au travail, ça a plusieurs vertus. Ça permet de dépasser le syndrome de l'imposteur qu'il peut y avoir parfois dans certains métiers pour certaines personnes, qui c'est assez répandu en fait. Le fait d'avoir un sentiment d'appartenance, d'avoir des gens avec lesquels on s'entend bien et qui vont pouvoir nous faire un feedback bienveillant sur ce qu'on fait et nous encourager, etc., ça peut faire baisser le syndrome de l'imposteur. Et donc ça, c'est hyper important aussi pour apprendre de ses erreurs au travail, etc. Euh, donc avoir quelqu'un sur qui on peut compter, qui n'est pas un supérieur ou autre, et qui est en fait quelqu'un qui va nous donner du soutien, du feedback au travail, qui comprend l'environnement de travail dans lequel on est, parce qu'il y est aussi, c'est quelque chose d'hyper important et qui peut avoir un effet très positif sur le plaisir et même la performance qu'on va avoir au travail. Alors je lis Eric Le Chat. Voilà, bah, tu vois, ça, je pense que ça c'est des trucs hyper précieux quand t'as des... Et ça contribue aussi au fait que des fois on reste dans un taf qui par ailleurs et pas forcément le job de notre vie parce qu'en en fait bah, il y a une bonne ambiance, parce qu'on a des collègues avec lesquels on s'entend super bien et, euh, et ça peut être une vraie motivation aussi. Voilà, on est content d'aller, alors on n'est pas forcément content d'aller au travail en général, mais en tout cas on est content de les revoir, on est content de les voir au quotidien, donc ça c'est aussi un truc qui peut être hyper positif. Euh, donc ça c'est une première chose, donc le côté imposteur, syndrome de l'imposteur. Euh, et donc, justement, pour rebondir sur ça, une étude de Gallup, donc il y a un institut international, hein, un peu comme l'IFOP, etc., mais au niveau mondial, euh, a montré que, en fait, le fait d'avoir un meilleur pote au travail, en gros, ça fait augmenter la satisfaction de manière significative au travail. Vraiment, ça, on a pu le mesurer dans plein de pays, et ça augmente vraiment de manière significative, alors que sans des relations comme ça au travail, on a, dans les dernières années en tout cas, dans les études qui ont une vraie baisse du sens au travail et de la satisfaction au travail. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Ouais, bah, tu vois, donc le fait que l'encadrement veut changer les équipes parce que vous entendez trop bien, alors je- évidemment, d'un point de vue du management, tu peux dire ouais, mais attends, il rigole, donc il bosse pas. En fait, c'est contre-productif parce que le truc, c'est que quand tu prends du plaisir à bosser avec des gens, euh, bah, en général, tu es plus efficace. Donc, et puis tu t'entends bien, et donc tu sais qui fait, enfin, comment fonctionnent les autres. Donc, tu as aussi euh, une meilleure synergie dans l'équipe, et donc c'est hyper important. Et quand bien même euh, ça augmenterait pas la productivité, ça la maintiendrait à un niveau classique, mais en faisant en sorte que les gens prennent du plaisir. Si tu casses l'équipe, par contre, tu es sûr que tu vas casser la productivité. Parce que au niveau insatisfaction, tu sais, tu bosses avec des gens avec lesquels tu t'entends bien, et puis ton supérieur te dit bah non, alors c'est fini parce qu'en fait vous entendez trop bien, vous rigolez au travail. Au travail, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour tirer la gueule et pas et pas prendre de plaisir. Donc maintenant, vous allez être chacun dans des équipes avec lesquelles vous vous entendez moins, et puis comme ça va être bien. Mais en fait, les gens ils auront moins envie de bosser, ils seront moins motivés, et ça va être vécu comme un truc négatif. Donc voilà, c'est débile. Euh, Après, si admettons, tu vois, si le ou la supérieure sent que sur certains trucs, des fois, ça déborde un peu, bon, bah, tu peux, je pense que tu peux intervenir autrement, plus positivement, et tout en gardant ce côté enfin, ce côté, on s'entend bien dans l'équipe, etc. Mais souvent, je veux dire, à moins que ça soit la grosse équipe de glandus qui passe vraiment son temps à rien foutre, ce qui est quand même très très rare, hein. Bon, en vrai, c'est plutôt un truc positif, quoi. Bah voilà, c'est ça.
Si tu changes d'équipe avec des mecs avec lesquels tu t'entends pas, bah, il n'y aura pas la cohésion, il y aura. En fait, comment tu fais le calcul? Enfin, tu vois, si vraiment, moi, admettons que je me mets du côté du manager, du côté vraiment économique, calcul très froid, très con, tu vois. Ouais, bah, si tu pouvais mettre ça, mesurer vraiment précisément en mettant ça en équation, en fait, d'un point de vue de la boîte, c'est de la perte de compétences, de la perte d'efficacité, de la perte de thunes, en fait, de faire ça, je pense. Donc, à court terme, c'est bien, tu as l'impression d'avoir le contrôle et puis tu te dis, bah, c'est bon, c'est plus efficace. En fait, à moyen terme, c'est complètement débile. Donc, ouais, ça là-dessus, on est d'accord. Donc, en gros, ce qui a été montré dans les études là, c'est que ça augmente la satisfaction au travail, le fait d'avoir des gens avec lesquels on s'entend très bien au travail, même une personne avec laquelle on s'entend très bien. Euh, Ça permet d'augmenter aussi l'efficacité, la productivité, le sens qu'on trouve au travail. Et donc, ça permet même de faire évoluer les carrières en prenant confiance, etc. Et souvent, en fait, avoir cet environnement-là, ça booste aussi pour éventuellement avoir une évolution de carrière et avoir un soutien, etc. au niveau de son travail sur ce qu'on peut faire dans un an, 2 ans, etc. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Alors évidemment, mais c'est toujours pareil, hein, c'est bien d'avoir des études qui mesurent le truc et qui disent ouais c'est positif et pour telle et telle raison. Et, euh, et c'est pas voilà, si le meilleur pote ou la meilleure pote au travail, et notamment par exemple si je prends un taf de bureau, ça consiste pas à se cacher dans des coins pour rien foutre de la journée, ce qui est quand même une extrême minorité. Euh, voilà, majoritairement c'est un truc super positif. Et on passe beaucoup de temps au taf, donc autant que ça soit un peu sympa et de bosser avec des gens qu'on aime bien. Voilà. Ça, c'est très clair. Et bien justement, dernier petit article. Est-ce que ouais, je vais avoir le temps de le faire, il n'y a pas de souci. On sort un peu du taf, on sort un peu du domaine du travail, encore que. Et là, c'est une étude qui a été publiée, donc là qui est dans un article de vulgarisation, hein, mais qui a été publiée sur le côté faire des. En gros, prendre du plaisir, faire un peu des trucs, avoir un petit grain de folie, faire un peu des petites conneries, etc. Être un peu silly, comme on dit en anglais. Pourquoi est-ce que c'est un intérêt quand on est adulte à long terme, en fait? Alors pour résumer, je vais aller assez vite parce qu'on va pas faire un truc approfondi sur la personnalité, mais en gros, test de personnalité qui est validé scientifiquement, pardon, qui est utilisé partout, c'est le Big Five, donc il y a 5 traits de personnalité. Euh, donc la consciousness, je sais jamais comment on dit en français, la, la conscienciosité, l'extraversion, le neurotisme ou neuroticisme en français, l'agréabilité et l'ouverture à l'expérience. Donc ça, c'est les grandes, des grands traits de personnalité qu'on utilise, voilà, qui sont validés et qu'on peut mesurer. Euh, et l'idée, c'était, il y a plein d'études qui ont essayé de regarder le lien entre ça et le bien-être subjectif, donc le bonheur en gros. Alors je regarde ce qui est dans le chat. Oui, ben voilà. T'as bossé dans la même boîte pendant 23 ans, je comprends, hein. Quand t'as un rythme de travail, t'as une habitude de travail avec cette personne-là, et effectivement, si elle part à la retraite bientôt, oui, c'est sûr que ça change un peu le truc, quoi. C'est un peu une ère qui se termine, et je comprends que ouais, c'est pas forcément évident, ça. Pas forcément évident à gérer, alors ouais, tu t'as fait en duo en plus, c'est ça, donc c'est ça, là, tu vas devoir réapprendre à bosser avec une autre personne et tout, c'est pas forcément évident. Et ouais, en espérant qu'il y ait un peu bah, que déjà tombe sur quelqu'un de chouette et qu'il y ait peut-être aussi une période de transition pour pas que ce soit du jour au lendemain, genre bonjour, je suis le nouveau. Euh, voilà, parce que c'est un peu bizarre quoi. Donc je continue sur cet article, je regarde dans le chat en même temps, mais. Donc, l'idée, la question c'est toujours est-ce que la personnalité a une influence sur le bonheur ou est-ce que le bonheur va modifier la personnalité? Le fait d'être heureux va faire évoluer la personnalité. Euh, alors, il y a certains traits, justement. Le neuroticisme, donc le neurotisme, le côté un peu
le fait de stresser, etc., en bas, donc quand on est faible là-dessus, et l'extraversion, donc le fait d'être plutôt extraverti, sont des prédicteurs forts du bien-être subjectif, donc du bonheur. Je veux dire bonheur, maintenant ce sera plus simple, hein. Euh, mais c'est une corrélation. Donc, on ne sait pas si c'est un cause et effet. Est-ce que c'est le fait d'être heureux qui rend plus extraverti et moins stressé, en gros, si je simplifie, ou est-ce que c'est le fait d'être moins stressé et plus extraverti qui rend plus heureux? Donc là, des chercheurs ont voulu voir un petit peu si il y avait un lien entre certains traits de personnalité et le bonheur, et surtout si certains traits de personnalité étaient la cause du bonheur. Donc dans l'étude qu'ils ont prise, ils ont suivi des gens donc, de 95 à 2014 avec une base de données, bref, de gens qui sont suivis sur plein de paramètres. Euh, donc 6464 individus de 47 ans en moyenne. Et qui ont pris donc qui ont suivi, fait des tests de bonheur et des tests sur la personnalité. Voilà. Et sur les émotions positives et négatives aussi. Ce qui rentre dans les mesures du bonheur, enfin je ne rentre pas dans le détail. Voilà. Et donc ils les ont suivis sur la durée. Et donc dans la durée, les scores de neuroticisme, donc en gros de fait de s'inquiéter, etc., étaient pas liés au bonheur dans le temps, et le fait d'être cordial, facile, agréable, au niveau de son trait de personnalité, je rentre pas dans le détail de chaque trait de personnalité parce que sinon ça va être un peu long, eh bien n'était pas non plus lié au bonheur. Le fait que le bonheur soit plus élevé, ça faisait augmenter le, le côté consciencieux, analyse, un peu sérieux en fait des gens, le côté extraversion et l'ouverture à l'expérience. Mais il n'y a que l'ouverture à l'expérience qui avait un lien réciproque avec le bonheur. C'est-à-dire que le bonheur faisait évoluer le trait de personnalité, mais il n'y a que l'ouverture à l'expérience qui prédit le bonheur en fait. C'est-à-dire quand on est plus ouvert à l'expérience, eh bien ça va augmenter le bonheur. Euh, alors pourquoi ça? Les auteurs supposent que par exemple quand on est plus ouvert à l'expérience, on est plus ouvert à ses émotions aussi, et on est plus conscient d'être heureux ou d'être malheureux, etc. Et donc ça peut aider à, euh, à aller chercher des nouvelles expériences plus positives pour justement contribuer au bonheur. Et donc, pardon, ce trait de personnalité qui était négligé souvent pendant des années en disant bah, il n'est pas très important par rapport au bonheur, en fait c'est le seul qui a une vraie relation réciproque au bonheur, c'est-à-dire qu'il peut quand on travaille sur son ouverture à l'expérience et qu'on essaie de changer là-dessus, ça va provoquer du bonheur, et quand on est plus heureux, on va être plus ouvert aux expériences. Mais ça, je pense que quelqu'un qui est dans une période positive, voilà, où tout se passe bien, on sent qu'on a envie de tester de nouveaux trucs, on est plus ouvert aux suggestions, on est plus open, quoi, c'est normal. Euh, Donc l'idée, justement, le côté silly, le côté un peu, voilà, je fais des bêtises, je tente des trucs, je tente des expériences, voilà, même si je me plante, c'est pas grave, en général, hein, je tente des trucs et je m'amuse, en fait, c'est quelque chose qui est important en termes de trait de personnalité, hein, en- par rapport au bonheur. Donc l'idée, c'est que évidemment, quand on est adulte, c'est comme la créativité, on a parfois tendance à réduire ce côté-là, parce que les responsabilités, parce que le taf, parce que X ou Y raison, parce que les soucis, etc., font qu'on ne prend pas forcément le temps de s'amuser, de découvrir de nouveaux trucs. Et on n'est pas obligé de. Enfin, tout n'est pas. Découvrir de nouveaux trucs, c'est pas forcément payer hein, pour de nouveaux trucs. Euh, donc ça peut aussi être des nouvelles choses qui sont accessibles financièrement, j'entends. Aller voir de nouvelles personnes, etc., rencontrer de nouvelles personnes. Et donc, faire ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour travailler à son bonheur, en gros. Et donc, l'idée là, c'est de se dégager du temps pour de nouvelles expériences, pour s'amuser, pour prendre du plaisir et pour avoir ce côté, là, je m'amuse, je tente de nouvelles choses, etc. Donc là, les auteurs, les chercheurs, ils suggèrent pas mal de choses. Ils disent, bah tiens, on peut dégager du temps dans sa journée. S'il y a des trucs qui nous font marrer, eh ben, écoutez, là, par exemple, un podcast humoristique, mais écouter des trucs qui nous font marrer régulièrement. Euh, Qu'est-ce qui nous amuse? Eh ben, essayer de dégager du temps pour regarder des choses qui nous amusent. Euh, Mettre de côté du temps pour faire des trucs qui nous font plaisir, que ce soit des activités
des activités sportives, des activités ludiques, ou retenter de se reconnecter à des choses qui nous intéressaient pendant l'enfance. Typiquement, là, l'exemple qui est donné aussi, c'est les Lego. Bon, les Lego, c'est un budget, mais voilà, il y a de plus en plus d'adultes qui. Et il y a d'ailleurs des Lego entre guillemets pour adultes, hein, donc ça peut être, si on prend du plaisir à faire ça, bah, ça peut être de remettre ça un peu régulièrement dans sa vie parce qu'on s'amuse à faire ça et c'est chouette, on aime bien. Euh, voilà, l'idée c'est de prendre du plaisir dans des activités et de travailler à ça parce que euh, ça permet non seulement de cultiver son bonheur, mais aussi de faire évoluer un peu son comportement général. Ce trait de personnalité, c'est ça. Et donc, quand son comportement général évolue vers une plus grande ouverture à l'expérience, plus d'amusement, etc., en général, ça permet aussi de faire évoluer un peu les relations aux autres, de faire évoluer aussi les opportunités qu'on va trouver, euh, en gros, de mettre des facilités dans les relations, des facilités dans plein de domaines. Et donc, c'est intéressant de travailler sur ce truc-là, parce que s'amuser, prendre du plaisir, c'est pas de la perte de temps. Ça, même si on réfléchit de manière ultra, encore une fois, froide et rationnelle, c'est intéressant et pour l'évolution professionnelle, et pour les relations, et pour plein de choses. Parce que ça va nous faire être dans un état d'esprit différent qui va favoriser le bon déroulement de notre vie, en gros, et les émotions positives. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Voilà un peu l'idée. Donc là, en gros, la recherche, c'était de se dire, le seul trait de personnalité qui a vraiment une relation bilatérale, bidirectionnelle avec le bonheur, c'est l'ouverture à l'expérience. Les autres traits de personnalité ne favorisent pas le bonheur. Et après, on sait aujourd'hui, alors la personnalité, justement, quand on la teste, l'intérêt, c'est que ce soit stable. Elle est stable, notre personnalité, quand on est adulte, à peu près. Mais au fil des mois, des années, ça peut évoluer aussi si on y travaille un peu. Et être ouvert à l'expérience, il y a plein de manières d'être ouvert à l'expérience. Il n'y a pas une seule manière de l'être. Et il y a encore d'autres traits de personnalité qui vont se combiner à celui-là, qui vont faire qu'on va avoir une manière particulière d'exprimer les choses. Puis après, on a nos compétences, on a notre histoire qui font que ça prend encore une saveur particulière. Donc chacun peut trouver sa manière d'être ouvert à l'expérience. Il n'y a pas une bonne façon de l'être non plus. Voilà pour les articles de ce matin. Voilà ce que j'avais en stock. Il est 9h06, donc moi je vais aller justement au boulot pour pas être en retard. Donc merci à ceux qui sont passés dans le chat, merci à Eric le chat pour les messages et pour les échanges. Et puis ceux qui regardent ça en replay, voilà, merci pour les commentaires, d'avoir regardé cette session de revue de psychologie positive. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, jeudi matin, toujours, normalement, si tout va bien. Je l'espère, évidemment, dans un état de santé un peu meilleur, avec une voix un peu plus normale. Et puis, bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao!